La plus grande erreur que l'on commet lorsqu'on tente d'échapper à un pervers narcissique ne réside pas dans l'organisation pratique de la fuite, mais dans l'approche mentale du processus. La plupart des gens pensent que se débarrasser de ce type de prédateur est un acte purement physique. Ils imaginent faire leur valise, bloquer son numéro de téléphone, signer les papiers du divorce ou simplement cesser de fréquenter les mêmes lieux. Le problème, c'est que l'on peut traverser des milliers de kilomètres et rester la principale source d'énergie pour un narcissique. La véritable prison n'a jamais été le toit que vous partagiez, mais l'espace que cette personne occupait dans votre esprit. La déconnexion intérieure, première et cruciale étape de votre libération, exige d'accepter une vérité froide et inconfortable. Vous ne mettez pas fin à une relation normale, vous entamez l'extirpation d'un parasite de votre système nerveux. Et pour que cette extirpation soit réussie, il faut détruire l'illusion avant de déplacer la moindre pièce sur l'échiquier. Pour entamer ce processus, il vous faut d'abord déconstruire l'image que vous vous faites de la personne à laquelle vous avez affaire. Pendant longtemps, vous avez cherché une explication humaine au comportement du narcissique. Vous avez passé des nuits blanches à essayer de comprendre comment quelqu'un qui prétendait vous aimer pouvait agir avec autant de cruauté, de froideur et d'indifférence. Vous avez tenté de l'éduquer, de lui expliquer votre souffrance, persuadé qu'en trouvant les mots justes, il finirait par avoir un moment de lucidité et d'empathie. C'est là le piège. Vous projetez votre propre humanité sur une structure qui fonctionne de manière totalement différente. Le narcissique ne commet pas d'erreur par manque de compréhension. Il exécute un schéma conçu pour maintenir son emprise. Sous toute l'arrogance, la mégalomanie et la fausse confiance qu'il affiche au monde, il n'y a pas de noyau solide. Il n'y a pas de moi véritable et stable. Ce qui existe, c'est un vide emprisonné dans un faux moi. Ce faux moi est un personnage, une armure souvent construite durant l'enfance pour dissimuler un profond et insupportable sentiment d'inadéquation, de honte et de dévalorisation que son esprit était incapable d'assimiler. Il a enfoui tout cela et bâti une performance par-dessus. Le problème fondamental de l'existence d'un narcissique est qu'une performance ne peut survivre sans public. Si personne n'applaudit, ne craint, ne réagit ou ne s'oppose au personnage, la scène s'écroule. Il est incapable de réguler seul ses émotions. Il dépend entièrement de son environnement pour se sentir existant et puissant. Et pendant tout ce temps, le public le plus fidèle, la source d'énergie la plus fiable et la plus puissante pour entretenir cette illusion, c'était vous. C'est là que réside la première véritable forme de libération, le retrait total de votre attention. Et soyez-y très attentifs, car c'est là que la plupart des gens échouent. Retirer son attention ne signifie pas imposer le silence par colère. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence alors que l'angoisse vous ronge. Le narcissique est passé maître dans l'art de décrypter les micro-expressions et les tensions corporelles. Si vous l'ignorez, mais que votre corps est tendu, si vous claquez les portes, si vous répondez par un sarcasme agressif, il sait qu'il garde le contrôle. La colère n'est qu'une forme d'attention exacerbée. Ce qui détruit véritablement la structure d'un narcissique est quelque chose de bien plus mortel et silencieux, l'indifférence. C'est lorsque vous cessez véritablement de vous soucier de lui. Pour atteindre cette insignifiance, il faut examiner votre quotidien. Pensez à votre routine actuelle. Dès le réveil, une part importante de votre cerveau scrute votre environnement. Vous analysez son ton de voix, sa démarche, son expression. Vous êtes devenu un véritable météorologue, essayant de prédire si la journée sera ensoleillée ou si l'orage gronde. Vous ajustez vos paroles, vos vêtements et vos comportements pour éviter tout conflit. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'hypervigilance. C'est une réaction traumatique. Votre système nerveux a appris que surveiller le prédateur est le seul moyen de se protéger. Cette attention constante transfère directement votre ressource la plus précieuse, votre énergie vitale, entre ses mains. Le narcissique se nourrit du fait que vous calculez sans cesse vos moindres faits et gestes en fonction de lui. Le détachement intérieur commence lorsque vous décidez consciemment de rediriger cette énergie vers vous-même.
vous devez adopter la froideur d'un observateur extérieur. Lorsqu'il tente de semer le chaos, vous ne l'absorbez pas, vous vous contentez d'observer. C'est comme regarder un enfant faire une crise de colère dans une langue que vous ne comprenez pas. Mais pour conserver cette attitude froide et inaccessible d'observateur, vous devrez traverser l'étape la plus douloureuse et nécessaire de cette phase, le deuil stratégique. Vous devez accepter avec une lucidité brutale que la personne dont vous êtes tombé amoureux au début n'a jamais existé. Cet individu charmant et attentionné, qui semblait être votre âme sœur et qui lisait dans vos pensées, n'était rien de plus qu'un miroir. Durant la phase de bombardement d'amour, le narcissique ne vous aimait pas. Il collectait des informations, il a découvert vos rêves, vos besoins, vos insécurités, et a reflété exactement ce que vous aviez besoin de voir pour vous ouvrir les portes de votre vie. C'était une opération d'infiltration psychologique, et maintenant, vous vivez dans l'espoir constant que cette personne merveilleuse revienne. Vous endurez des semaines de maltraitance pour quelques miettes de cette ancienne version de vous-même. Il vous faut faire le deuil de cette illusion. Ressentir de la douleur n'est pas une faiblesse, c'est un impératif biologique et psychologique. Vous devez accepter la douleur de réaliser que vous avez été manipulé dans une transaction où vous avez offert votre âme et lui un scénario. Tant que vous vous accrocherez à une lueur d'espoir que le narcissique changera, qu'il aura une prise de conscience ou que son amour était caché quelque part, vous resterez vulnérable. L'espoir est la chaîne qui vous retient captive. Couper cette chaîne signifie accepter que le prédateur et la âme sœur ne font qu'un. Accepter cela fait très mal, mais c'est une douleur pure. C'est la douleur de l'opération qui retire la tumeur par opposition à la douleur sourde et continue d'une vie empoisonnée au quotidien. Lorsque vous parvenez enfin à surmonter ce deuil, la chimie de votre cerveau se modifie. Une relation avec un narcissique crée une véritable dépendance, oscillant entre des pics de cortisol dus au stress et aux abus et de rares doses de dopamine lors de phases de faux remords ou de miettes d'affection. Votre corps est dépendant de ce cycle infernal. En brisant l'illusion et en vous libérant de cette énergie, vous coupez l'alimentation de ce cycle. Le besoin de vous justifier disparaît, la nécessité de prouver que vous avez raison s'évapore, vous cessez de vous défendre contre des accusations absurdes car vous comprenez qu'elles n'étaient jamais fondées, qu'elles n'étaient qu'un appât pour vous faire réagir. Vous commencez à répondre par des phrases courtes, d'un ton monotone, sans aucune nuance émotionnelle. Vous devenez un mur gris inintéressant et impénétrable. C'est à cet instant précis que le véritable rapport de force s'inverse. Lorsque vous cessez de réagir, lorsque vous abandonnez le rôle de victime hypervigilante, un silence assourdissant s'installe. Le narcissique qui naviguait auparavant avec aisance dans le chaos qu'il semait en vous, sent soudain le sol se dérober sous ses pieds. Il perçoit la chute brutale de votre attention. La source qui alimentait son illusion de pouvoir est brutalement coupée, non par une confrontation explosive, mais par une indifférence froide, absolue et calculée. Et c'est précisément là, au moment où il réalise qu'il perd le contrôle de votre esprit, qu'il change de stratégie et que la véritable épreuve commence. Lorsque le silence s'installe, le narcissique sombre dans un profond désespoir et passe à l'offensive pour vous forcer à reprendre le contrôle. Voici la seconde phase de votre libération, le moment où la théorie du détachement intérieur est mise à l'épreuve par la dure réalité des interactions quotidiennes et les inévitables tentatives de réconciliation. Le prédateur a senti votre intérêt se relâcher, il a compris que sa source d'approvisionnement s'épuise. La réaction naturelle de toute structure parasitaire lorsque son hôte commence à se refermer est de s'enfoncer encore plus profondément dans ses griffes. Le narcissique pervers ne se retirera pas avec élégance et n'acceptera pas la défaite. Il redoublera d'efforts. Il projettera une image encore plus grandiose, testera vos limites par une agressivité déguisée, jouera le rôle d'une victime tragiquement incomprise ou, dans sa tactique la plus dangereuse, simulera un changement miraculeux de comportement, jurant qu'il comprend désormais tout. Tout cela
a un seul et unique objectif stratégique vital, vous faire réagir. N'importe quelle réaction fera l'affaire. Haine exacerbée, larmes d'épuisement, peur paralysante ou espoir renouvelé prouvent qu'il tient toujours les clés de votre système nerveux. C'est précisément pourquoi la libération chirurgicale ne passe pas par une confrontation militaire directe. Combattre un narcissique sur son propre terrain est une erreur fatale. Son environnement naturel est fait de conflits incessants, de chaos émotionnel et d'une distorsion brutale de la réalité. Si vous tentez d'utiliser la logique, une boussole morale ou une simple empathie pour remporter une dispute, la guerre est déjà perdue d'avance car ces outils lui sont indifférents. Il les perçoit comme des faiblesses à exploiter, utilisant vos propres émotions comme des munitions contre votre raison. Pour neutraliser cette offensive brutale, vous devez adopter sans relâche la posture du miroir froid. Considérez cette posture à travers le prisme de la philosophie stratégique ou des figures froides et calculatrices du film noir que la chaîne étudie tant. On ne gagne pas la guerre en criant, mais par l'imperturbabilité absolue de son esprit. Le miroir froid, c'est l'extinction définitive du besoin de se justifier à outrance. Jusqu'à présent, vous avez vécu sous l'illusion punitive que si vous expliquiez votre point de vue suffisamment clairement, si vous choisissiez les mots justes, il finirait par avoir un éclair de lucidité et comprendre votre souffrance. Vous avez justifié vos choix, réfuté des mensonges flagrants et défendu votre propre personne jusqu'à l'épuisement mental. Dans les mécanismes de la manipulation, chaque fois que vous vous justifiez, argumentez, vous défendez ou tentez d'expliquer les faits à un narcissique, vous lui donnez carte blanche. Vous lui offrez implicitement le pouvoir de juger votre réalité. La tactique du miroir froid pulvérise cette dynamique de pouvoir. La nature d'un miroir est de ne pas juger, de ne pas élever la voix et de ne pas chercher désespérément à convaincre qui que ce soit. Il reflète simplement une réalité brute, immuable et glaçante, et la réalité objective est la seule force de l'univers à laquelle le faux moi du narcissique ne peut résister. Toute sa construction psychologique n'est qu'un château de cartes bâti sur des illusions de grandeur, un déni de responsabilité et un victimisme chronique. Lorsque cette structure fragile se heurte de plein fouet à la froide et irréfutable réalité, elle s'effondre. L'application pratique de la technique du miroir froid exige un entraînement rigoureux de votre instinct de survie. Imaginez le champ de bataille habituel. Vous êtes en pleine conversation ou pire, devant d'autres personnes, et il commence à déformer grossièrement une histoire. Il raconte les événements de manière à se présenter comme un héros sacrificiel, effaçant toute trace de ses actes cruels et vous faisant passer pour une personne instable et coupable. Auparavant, votre sang ne ferait qu'un tour. Votre instinct vous pousserait à l'interrompre, à rétablir la vérité, la voix étranglée par une indignation vertueuse. Le résultat prévisible serait qu'il retourne habilement la conversation, pointant du doigt votre instabilité émotionnelle et vous traitant de fou ou d'exagéré. Le récit initial serait effacé et le jugement se porterait sur votre réaction. Avec la technique du miroir froid en action, vous instaurez une neutralité implacable. Vous faites taire vos instincts de défense. Vous le laissez achever son mensonge sans laisser transparaître la moindre trace sur votre visage, sans croiser les bras, sans lever les yeux au ciel, sans soupirer bruyamment, et d'un ton monotone et calme, frôlant l'ennui administratif, vous énoncez un simple constat. Une phrase courte comme « C'est fascinant que vous vous en souveniez ainsi, car les faits étaient tout autres » ou plus froidement encore, la réalité ne correspond pas à votre version des faits, et après avoir prononcé cette phrase, vous commettez l'acte le plus dévastateur. Vous vous taisez, un silence tactique. Vous ne cherchez pas à produire de preuves, vous n'élevez pas la voix pour le couvrir, vous ne présentez aucun témoin ayant permis l'invasion initiale. Pour maîtriser l'individuation, vous devez décrypter la source du pouvoir de votre agresseur.
un pervers narcissique ne possède aucune force intrinsèque. Sa domination se construit exclusivement par la colonisation des espaces vides. Il a méthodiquement infiltré les zones grises où votre estime de soi vacillait, où vos limites personnelles étaient floues et perméables, où votre peur de l'abandon dictait les règles et où votre identité n'était pas encore affirmée. Il a agi comme un ingénieur du chaos, implantant ses besoins pathologiques dans votre cerveau comme s'il s'agissait d'obligations non négociables. Il a empoisonné votre raison, vous faisant douter de votre mémoire et de votre raisonnement logique. Le prix à payer pour ne pas avoir éclipsé son éclat factice fut le silence systématique imposé à votre voix, la paralysie de vos ambitions et l'effacement progressif de votre personnalité. L'individuation est le processus inverse. C'est la reconstruction silencieuse, implacable et définitive de vos remparts, la reconquête absolue de chaque millimètre de votre territoire mental. Ce processus ne requiert ni discours enflammés, ni déclaration d'indépendance fracassante. Inutile de gaspiller des munitions à avertir l'ennemi que des murs se dressent. L'individuation se matérialise par une appropriation active de votre propre espace existentiel. Vous commencez à récupérer les fragments de votre authenticité mutilée ou rejetée pour préserver votre confort. Les opinions affirmées et les convictions profondes que vous avez étouffées pour éviter des semaines de tension familiale sont réintégrées à votre vocabulaire, non pour vous confronter, mais simplement parce qu'elles vous appartiennent et ont le droit primordial d'exister. Les intérêts, les carrières, les styles personnels et les loisirs qu'il a tenté de ternir par des plaisanteries passives-agressives ou des critiques acerbes sont reconquis dans le calme de votre quotidien. La toile d'isolement qu'il a tissée autour de vous est méthodiquement défaite, rétablissant des liens avec vos amis, votre famille et les personnes authentiques qui illuminent votre vie. Vous éradiquez la soumission chronique et le besoin automatique de demander une permission invisible pour vivre pleinement votre vie. L'élément stratégique le plus sublime de cette reconquête est de ne pas se restructurer sous son regard et ses regrets. Il cesse d'être la cible. Votre perspective opère un virage à 180 degrés, abandonnant l'analyse de son comportement pour se concentrer avec une précision chirurgicale sur la construction de votre propre vie. Avant cette phase, le centre de votre univers, le point d'attraction qui orientait toute votre orbite, était son humeur instable et le besoin désespéré de lui plaire. Désormais, l'axe de gravité revient brutalement et irréversiblement à vous-même. À chaque décision prise en fonction de vos valeurs, aussi insignifiantes et banales puissent-elles paraître, vous fermez solidement l'une des portes par lesquelles le prédateur régnait en maître dans votre esprit. En consolidant votre individualité, vous rendez votre terrain mental stérile et hostile à toute tactique de manipulation, réduisant ainsi à néant les vieilles armes du narcissique. L'architecture de la manipulation abusive a toujours exigé la collaboration active de la victime. Le mécanisme de la culpabilité, par exemple, requiert comme prérequis que vous croyiez être responsable du bonheur et de la stabilité d'un homme adulte. Lorsque vous tracez clairement la limite entre vos responsabilités et les siennes, la flèche de la culpabilité vous transperce et se brise au sol. La tactique de soumission par la honte ne prend racine que si vous entretenez secrètement un terreau d'infériorité et d'inadéquation, prêt à accueillir les projections empoisonnées qu'il lance. Lorsque vous protégez votre identité derrière une connaissance de soi froide et inflexible, affranchie de son arrogance ostentatoire, le narcissique se retrouve sans écran pour étaler sa folie. Même la reine des tactiques de terreur, la menace voilée ou manifeste d'abandon ou de destruction, perd instantanément de sa force et de son efficacité. Le chantage s'évapore car la lucidité de l'individuation révèle une vérité crue. S'éloigner de vous n'entraîne aucune punition, seulement du profit. La pire des représailles qu'il puisse promettre, disparaître de votre présence, se transforme en votre plus grande victoire, votre récompense ultime. Le parasite se réveille un jour, tâtonne dans l'obscurité, à la recherche de ses insécurités et de son désespoir, et découvre, terrifié, que le pilier central qui le soutenait a disparu.
Son esprit, jadis un désert de doutes constants, d'anxiété chronique et de besoin de validation extérieure, s'est solidifié en une forteresse impénétrable où son atout de négociation a perdu toute valeur. Vous êtes devenu un territoire souverain et la frontière est définitivement verrouillée de l'intérieur. Et lorsque le miroir froid reflète implacablement la médiocrité du mensonge qu'il se raconte, et que l'individuation solide scelle toutes les fissures par lesquelles son énergie vitale s'est échappée, le narcissique est inévitablement précipité dans un abîme qu'il a passé toute son existence médiocre à fuir. Il se retrouve confronté à la terreur absolue de l'insignifiance. Sans son énergie lumineuse à déformer et à consumer, sans ses réactions désespérées pour valider sa mascarade, et sans aucun espace dans son esprit à coloniser et à parasiter, le soutien psychologique vital du pervers est brutalement arraché de sa prise. Ce qui suit cette rupture n'est ni une fin mélancolique, ni une conversation finale, mais un processus brutal, méthodique et silencieux de famine psychique. Et c'est précisément dans ce vide appauvri en oxygène que le château de cartes pourri s'effondre définitivement. À partir de ce point zéro d'indifférence totale, commence la troisième et dernière phase de votre libération, la consolidation absolue de votre empire personnel par l'asphyxie psychologique méthodique de l'agresseur. Il ne s'agit plus d'un spectacle de vengeance passionnée, mais de l'application froide et implacable des lois de la nature à une structure mentale parasitaire qui a perdu son hôte. La grande majorité des victimes de violences commettent une erreur tragique en confondant distance physique et interruption de l'approvisionnement. Elles rompent la relation, changent d'adresse, mais restent obsédées, écrivant des messages haineux, surveillant les réseaux sociaux de l'agresseur via de faux profils et déversant leur haine enflammée sur quiconque veut bien les écouter. Dans les méandres de l'esprit d'un narcissique pervers, cette haine et cette obsession ne sont pas perçus comme une punition, mais comme un festin. Pour appliquer la quatrième forme de libération, la suppression totale et implacable de l'approvisionnement, vous devez redéfinir une fois pour toutes ce que signifie nourrir ce prédateur. L'approvisionnement narcissique ne se limite pas aux louanges, à l'obéissance ou à la validation positive que vous lui avez prodiguées au début. En l'absence de soumission docile, l'approvisionnement négatif devient un carburant surpuissant. Votre peur palpable, vos larmes d'épuisement, vos tentatives frénétiques pour laver votre nom durant la campagne de diffamation et surtout votre rage incontrôlée prouvent à son ego fragmenté qu'il demeure l'architecte de votre réalité. Lorsque vous criez, vous lui dites qu'il compte. Lorsque vous pleurez, vous confirmez qu'il a un pouvoir absolu sur votre âme. Le véritable retrait de cet approvisionnement ne consiste donc pas à nourrir une haine éternelle, mais à atteindre une apathie chirurgicale. C'est instaurer un hiver nucléaire dans vos réactions émotionnelles. La neutralité n'est pas un masque que vous portez pour le tromper, c'est un état d'être authentique et profond, né de la compréhension absolue que vous avez affaire à une machine défaillante et qu'il est absurde de s'en prendre à une machine. Lorsque vous atteignez ce stade d'indifférence véritable, les insultes qu'il utilisait jadis comme des scalpels pour rouvrir vos blessures les plus intimes commencent à rebondir et à retomber au sol, inertes et sans poids. Il tentera de vous provoquer, usant de vieilles tactiques qui garantissaient autrefois des nuits blanches et des crises de larmes, mais désormais ces mots ne font que résonner dans le vide. Vous enregistrez l'offense intellectuellement, vous percevez la pitoyable intention de nuire, mais la charge émotionnelle ne vous anime plus. Et c'est précisément à ce point d'invulnérabilité que le narcissique active le bouton d'urgence ultime, la récupération, la tentative d'aspiration. Désespéré d'interrompre brutalement le flux d'énergie, il changera de personnalité en un clin d'œil. L'agresseur cruel d'hier disparaît, laissant place au personnage repentant, nostalgique et vulnérable du début de la relation. Il pourrait simuler des problèmes de santé, des difficultés financières, utiliser les vacances, ou même impliquer des tiers pour faire croire qu'il comprend enfin tout et cherche de l'aide. Autrefois, ce mirage du changement était l'appât parfait pour vous ramener à l'abattoir. Aujourd'hui,
protégé par votre immunité cognitive et le deuil de l'illusion déjà assimilée, vous assistez à cette mascarade, non avec espoir, mais avec l'ennui de celui qui connaît déjà la fin d'un nanar. Sa soudaine gentillesse n'a plus aucun attrait psychologique, car vous savez que ce n'est pas de l'amour, mais une simple manœuvre tactique pour vous soutirer de l'argent. L'échec total de toutes ces stratégies de guérison marque le début du phénomène que nous appelons l'effondrement inversé. Durant toute votre relation, le narcissique vous a utilisé comme une sorte de dépotoir psychologique. Toute la honte toxique, la haine de soi, le sentiment chronique d'inadéquation, le chaos mental et la déchéance morale qui habitent son être profond ont été systématiquement projetés sur vous. Il vous a convaincu que vous étiez l'instable, la problématique, l'égoïste et la folle du couple. Il a externalisé sa propre folie, vous forçant à porter et à gérer ses émotions malsaines. Mais maintenant, la porte du coffre-fort est fermée. Vous avez refusé de continuer à être le réceptacle du poison. Et lorsque la source est tarie, lorsqu'il n'y a plus de victimes pour valider ses projections par la souffrance, le poison n'a nulle part où aller. Il se retourne contre lui. Toute la souillure, tout le vide accablant et toute l'insignifiance dont il a passé sa vie à tenter de s'échapper retournent violemment à leur source. Le faux moi, privé de l'oxygène de son attention pour le maintenir gonflé, commence à se dessécher et à étouffer son propre créateur. Il se retrouve face au scénario le plus terrifiant qu'un esprit narcissique puisse concevoir, la solitude absolue, sans le bruit incessant du désespoir d'autrui pour couvrir le silence de sa propre ruine intérieure. L'absence de votre souffrance devient le châtiment le plus sévère, définitif et insupportable que l'univers puisse lui infliger. C'est une lente et implacable famine psychique. Sans vous pour réagir à ses attaques ou croire à ses mensonges de grandeur, le masque pèse une tonne et les fragments de sa véritable identité commencent à s'effriter sous le poids de la dure réalité. Le désespoir s'installe non pas parce qu'il vous regrette en tant qu'être humain, un narcissique est incapable de ressentir le manque d'une personne, mais parce qu'il éprouve la panique d'un toxicomane en plein sevrage, tremblant et dépérissant à mesure qu'il réalise que la principale source de sa drogue a été enfermée dans une forteresse où il n'a plus aucune emprise. Mais le génie de cette troisième phase réside dans le fait que vous ne serez pas là pour assister à cet effondrement. La véritable force et la preuve irréfutable de votre guérison réside dans le fait que sa destruction n'est plus un événement important dans votre vie. Nombre de victimes nourrissent le fantasme infantile de voir l'agresseur ramper, pleurer ou être publiquement détruit pour enfin sentir que justice a été rendue. Exiger la fin de l'histoire, le repentir du prédateur ou la validation de l'univers, c'est rester prisonnier d'un cycle infernal. La fin de l'histoire n'est pas un accord pacifique signé entre les parties, c'est un décret d'indépendance unilatérale que vous appliquez en silence. Pendant que vous attendez que le karma fasse son œuvre, votre attention, votre temps et votre précieuse énergie vitale restent gaspillés. Consacrer votre liberté, c'est tourner le dos à l'explosion et ne même plus se retourner. Votre esprit, autrefois un camp de concentration surveillé 24h/24 par un dictateur paranoïaque, est maintenant une plaine ouverte, pure et silencieuse. C'est dans cet espace inoccupé que vous bâtissez votre empire et reprenez le contrôle de votre réalité. Vous commencez à prendre des décisions non plus pour éviter les accès de rage d'autrui, mais pour construire votre avenir, votre patrimoine et votre sérénité. Vous sauvez la personne réduite au silence, non plus la même version innocente et fragile qu'avant les abus, mais une version forgée par l'épreuve, d'une lucidité implacable, cynique, face aux paroles vaines et intolérantes au manque de respect. Vous acquérez le don de déceler la signature comportementale de tout manipulateur avant même qu'il ne puisse vous approcher, devenant ainsi une proie facile pour la lie de la manipulation humaine. L'agresseur a tenté de vous voler le contrôle, mais au final, il n'était que le professeur brutal qui vous a appris à verrouiller toutes les portes. Vous avancez vers une vie d'une simplicité déconcertante, d'un calme absolu qui vous appartient pleinement. Et cette vie,
inaccessible et protégé est le seul trophée qui compte. C'est le but ultime. Si ce contenu vous a éclairé, n'hésitez pas à liker pour que l'algorithme prenne en compte l'importance de ce message. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines leçons et dites-nous en commentaire laquelle de ces 4 méthodes vous appliquerez aujourd'hui. Continuez à entraîner votre esprit en cliquant sur la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran.